Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme pour ce nouvel épisode du Juste Bistrot. C'est le rendez-vous, vous le savez maintenant, ça y est, quasiment tous les jours. Je veux dire, c'est comme les conneries à l'Assemblée nationale, c'est quasiment tous les jours. Donc, que du plaisir de vous retrouver pour balayer encore un petit peu l'actualité. Beaucoup de choses, on a du Joe Biden, on a du Poutine, on a du Emmanuel Macron à Rungis, on a du Agnès Pannier-Runacher pour se fendre la gueule. On ne l'oublie pas. Voilà, on est là ensemble. 1 heure et demie, 2 heures. Je ne sais guère, hein, comme disait un ami pétomane, je ne sais guère épais. Voilà, pour commencer en poésie cette émission. Merci à Tartampion34 qui vient de sub 9e mois. Formidable. Et qui dit salut Rémi, salut Edouard, salut les zinzins et les zinzines. Ça fait un bail que je n'ai pas pu suivre le bistrot en live et ça fait du bien de vous retrouver. Mais pareil, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, merci les amis. Salut à tout le monde, tous les fidèles qui sont là. On a Psycho Quackset, on a Monsieur Chocho, on a le Micro Méga, on a Montbigna Pololo bien sûr, on a Pietra 777, on a tout le monde. Voilà, tout le monde est là. Salut à Vivou sur de soi qui dit hello à tous, première fois sur le chat. On est ensemble. Hein, ramener la coupe à la maison. Merci à Badger Killer également, 10e mois. Voilà.
Tout le monde s'installe convenablement, tranquillement, pour de l'actualité plein gaz aujourd'hui, une fois de plus. Et on finira avec un peu de réflexion. Vous savez, j'aime bien ça. Et aujourd'hui, on va parler management, gestion des hommes. Alors, des hommes avec un grand H, pas seulement. Enfin, tu sais, aujourd'hui, les hommes, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Tiens, j'ai appris qu'on pouvait être un renard, en fait. Tiens, oui, voilà, on va commencer là-dessus, tiens, pour l'apéro, ceux qui déboulent, hein, les fidèles qui sont là. J'ai appris l'existence, alors peut-être vous connaissiez, pas moi, euh, le xénogenre. Xénogenre. Apparemment, Petarnard aujourd'hui, je vais vous écouter, c'est un monsieur qui a fait une vidéo sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et qui nous explique qu'on peut être un renard. Donc voilà, je vais vous dire ce qu'il en est. Et pour ce qui est réflexion, hein, pour finir là-dessus, on va parler un petit peu management avec un homme que j'admire, Claude Onesta, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. Je vous avais parlé d'une conférence qui fait de 44 minutes. J'ai trouvé un passage qui résume plutôt bien. Ça dure 5 minutes et on en papotera un petit peu. Tout le monde pourra partager hein, ses expériences. Si vous êtes en entreprise, le fait de bosser, alors, qu'importe, hein, ça peut être dans les bureaux, sur les chantiers et tout ça. Comment tu gères des équipes comme ça? Et comment le sport peut nous y aider. Voilà. Non mais, Juste Bistrot, c'est le Ricard, c'est le Pinard, mais c'est aussi le neurone. Et ça, c'est un savant mélange qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Mais on va commencer doucement en termes de neurones avec le xénogenre. Hein. Si vous avez envie d'être un renard, bah, c'est maintenant. Voilà, c'est le moment, je vous laisse écouter et puis on en papote. Hein. Le genre a été inventé en 2014 sur Tumblr par un utilisateur du nom de Baphomet. Le xénogenre est une identité de genre non binaire. C'est aussi un terme parapluie qui permet de décrire son genre via des métaphores et des analogies. Il faut bien insister dessus. C'est métaphorique. En gros, c'est quand on ne peut pas décrire son genre de manière traditionnelle. C'est une manière de l'exprimer autrement que par le biais de homme, femme, neutre ou autre. De manière globale, il y a 3 catégories différentes d'identité xénogenre. La catégorisation par un nom ou un archétype, genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc. etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Ensuite, il y a la caractérisation par la perception synesthésique. La synesthésie, c'est quand une sensation s'accompagne d'une sensation complémentaire en simultané dans un autre endroit du corps. Moi, par exemple, j'associe les mots au goût. Perception synesthésique, donc. Le genre est décrit avec des éléments comme le temps, la texture, la taille ou d'autres caractéristiques sensorielles. Pour exemple, je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. Ensuite, il y a la caractérisation liée à une neuroatypie. La neuroatypie peut être l'autisme, le TDAH, les troubles 10, etc. Ça s'appelle le neurogenre. Ça veut dire que l'identité de genre est inséparable de la neurodivergence. Mais attention, tous les neurogenres ne sont pas xénogenres, et inversement. Ah oui, et il ne faut pas confondre xénogenre et otherkin. Les otherkin sont des gens qui pensent que leur âme est celle d'un animal dans un corps humain. Les personnes xénogenres savent qu'elles sont humains ou humaines, d'où le côté métaphorique. Encore une fois. Voilà, hein, important de rappeler que ces gens-là savent que ce sont des personnes humaines. Hein. Ben, tu sais pas. C'est vrai que le matin, tu te lèves, tu dis finalement, suis-je une belette? Et c'est vrai que bon, si t'es pas à jour de tout ce qui est épilation, tu peux te dire peut-être je suis une belette. C'est possible. Donc c'est métaphorique. Attention, quand quelqu'un dit je suis un renard, c'est pas réellement un renard. Non, mais parce que non, mais attention, parce que toi, t'es xénophobe déjà. Donc déjà, ce que tu comprends pas, c'est que t'es xénophobe. Et tu considères que euh, n'est renard que celui qui est réellement un renard. Tu vois. Le mec qui arrive, Jean-Claude, 43 ans, comptable à la CGT de Melun, il te dit bonjour, je suis un renard. T'as compris que non, parce que tu le vois, Jean-Claude. Il a du bide, il a les genoux qui grincent. Non, en fait. Il te dit c'est métaphorique. Quand on dit ça, on n'est pas réellement un renard. Alors, par contre, ça marche pas pour tout ce qui est. Tu vois, s'il y a un homme qui a décidé d'être une femme, si tu l'appelles monsieur, là, c'est. Tu le mets genre. Tu le mets genre. Non, j'ai essayé de bien réviser. J'ai bien bossé. Donc, moi, comme mon Bignat, d'ailleurs, mon Bignat Polo, il l'a dit, et je trouve que finalement, il a raison. Je pense qu'on doit être à peu près la même ascendance. Mon Bignat, il a dit, lui, il se sent mammouth ascendant vermisseau. Et c'est pas con. Et c'est pas con. Je trouve qu'il y a quelque chose. Merci. Sans transition, bien sûr. Enfin, une transition de genre. T'as compris. Cathy Toukati, qui vient de subprime 8e mois. Merci beaucoup. Ça, je félicite. Et merci également
et c'est tout. On attend les nouveaux. Non, non, c'est. Voilà, je vous le mets hein, pour voilà. En introduction, il faut voilà, c'est le juste bistrot. On prend un petit peu toutes les tendances, tous les avis. Il y a Papahang 89 qui dit je suis une flaque d'huile, mais le problème c'est que ma copine est voiture électrique. Est-ce compatible? Faut demander. Il va y avoir des spécialistes. Il va y avoir des spécialistes pour savoir effectivement, un peu comme l'astrologie, tu vois. Alors, l'astrologie, les gens avaient bien compris que quand t'es taureau, ascendant Sagittaire, t'étais pas réellement un taureau. Enfin, tu vois, bon, les gens l'avaient compris de manière générale. Là, non. Là, apparemment, ils t'expliquent quand même qu'ils sont conscients que c'est pas réellement un RNA. Mais bon, c'est le, c'est le progrès, hein. Donc, après, moi, je sais pas, moi, j'ai pas de diplôme, hein. Donc, attention, hein, je vois les gens posent des questions, les gens sont curieux, hein. In7 qui dit on peut se sentir bouillon de poule. J'imagine que oui, hein. Après tout, hein, Gérald Darmanin est bien innocent. Tu vois, tout est possible à partir du moment où tu y crois. Si tu y crois, c'est que c'est vrai. Moi, je suis chien en astrologie chinoise, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, bah, la dernière fois, j'étais dans la rue. Je me suis dit, après tout, si nos amis Shinto qui le disent, c'est que ça doit être vrai. J'ai levé la patte, j'ai pissé sur le mur, hein. Tu peux pas m'interdire, je suis un chien. Tu mets pas de contravention à un bulldog qui se promène au coin de la rue Marcel Duchamp. Donc j'ai pissé sur le mur, et puis c'est tout. Puis après, une sombre histoire d'agent de la maréchaussée qui est passé, oui, voyez-vous, voyeurisme. Ouf, ouf. J'ai répondu dans ma langue, je veux dire, le mec est peut-être pas formé. Moi j'ai dit ouf, ouf. Il m'a dit, monsieur, votre place est à l'asile. J'ai dit non, la SPA tout au mieux. Mais bon, faut se mettre dans l'époque parce que c'est vrai que tu vois, J.K. Rowling, hein, auteur voilà, de Harry Potter, on en a parlé la semaine dernière, hein, un auteur international qui a fait des choses incroyables, lu dans le monde entier par des millions de gens, pour pas dire des centaines de millions de gens. Elle a eu le malheur de dire qu'il y avait que les femmes qui avaient leurs règles. Non, t'arrêtes, J.K. Rowling, maintenant. Ça suffit. C'est comme ça, hein. Tu as le droit de te sentir balai de Quidditch. Par contre, dire que seules les femmes ont leurs règles, non, t'as pas le droit. Je te dis pas que je suis pour ou contre, je te dis juste qu'il faut réfléchir. Vous êtes là, vous dites oui, on va rire, on cherche le sérieux. Ben, c'est sérieux, c'est officiel maintenant. Il y a des gens qui t'expliquent, donc moi c'est juste milieu, hein. Moi j'écoute tout le monde, hein. Bon, c'est bon, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que un jour, il faudra peut-être prendre quand même au sérieux une question. Si on est sérieux 3 minutes, alors on va abandonner les histoires de renards et flaques de couleur. C'est comme les méchants dans les jeux vidéo. Lui, à mon avis, il a un coup d'avance. Il est pas sur la même partie. Lui, il joue en mode légende. Donc, il est trop loin par rapport aux autres qui sont déjà très loin. Mais si tu es sérieux 3 minutes, et c'est vrai que je dois cette réflexion à Marion Messina, que je salue bien sûr, que j'embrasse naturellement, et qui m'a parlé d'une certaine, je vous retrouve le nom parce que j'espère un jour la recevoir en format débat, parce que c'est une idée que je trouve passionnante et je voulais vous la proposer, parce qu'on a un vrai élément de réflexion. Là, c'est pas, attention, hein, là, c'est pas Combini, hein. Là, ça réfléchit. Une certaine Marie-Jo Bonnet, donc qui défend une ligne, donc elle est historienne de l'art, je lis hein, ce que Marion Messina m'a dit, historienne de l'art, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité féminine, fondatrice des Gouines Rouges. Donc on a quelqu'un de très engagé politiquement. Et Marion m'a présenté cette Marie-Jo Bonnet, en tout cas les idées de cette Marie-Jo Bonnet. J'ai hâte vraiment de lui proposer, si elle le souhaite, de venir sur Juste Mieux, parce que son idée, je vais la résumer avec mes mots, mais bien sûr, elle l'expliquera beaucoup mieux. Elle est de dénoncer le courant transgenre, donc dans sa forme la plus ancienne, hein. Là, je ne te parle pas flaque de couleur renard. Il faut considérer que les transgenres, dans 6 mois, seront des conservateurs, hein. Euh, Bilal Hassani est peut-être le futur Éric Zemmour. Il va falloir qu'un jour vous compreniez tout ça. Les idées vont trop vite. C'est-à-dire que Bilal Hassani débarque, te dit oui, j'ai une perruque, j'ai des ongles qui font 6 pieds de long, je partage le compte Twitter de son mec apparemment qui est acteur porno gay, et il y a des vidéos porno gay qui ont tourné sur Twitter. Il faut considérer que même Bilal Hassani sera largué un jour. La question, c'est pas comment, c'est quand. Donc on est très loin déjà.
Et donc Marie-Jo Bonnet, sur le courant transgenre, donc qui facilite aujourd'hui le changement de sexe par le biais d'opérations notamment, par le biais du registre à l'état civil. C'est ce qui s'est passé en Espagne, hein. On a parlé du fait qu'en Espagne, ils reconnaissaient pour la première fois le congé menstruel, ce que je trouve à titre personnel formidable et nécessaire. Mais dans le même temps, ils ont aussi autorisé le changement de genre à l'état civil à partir de 16 ans, voire moins dans certaines dispositions légales spécifiques. Donc on est dans une facilitation générale de tout ça. Une fois de plus, Carl Zero a fait un dossier très intéressant dans le dernier numéro de sa revue où il explique ça. Il explique tous les problèmes liés à ce courant transgenre, ce courant militant, j'entends, hein, bien sûr. Il y a des personnes pour qui c'est un vrai sujet, c'est un vrai tournant dans leur vie personnelle, leur vie intime. Et là, je vous parle de l'aspect militant de la chose, si vous voulez, qui vient crier sur les plateaux TV et transformer un sujet intime et effectivement qui se pose dans la société en un objet politique et en parlant à la place de ces gens-là. Donc là, je parle vraiment de l'aspect militant des choses, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc, la thèse de Marie-Jo Bonnet là-dessus, c'est de dire, euh, regardons la société, aujourd'hui, rien ne donne envie d'être une femme, c'est-à-dire que si on raccourcit les discours, mais si on regarde les grandes tendances de la description de la place des femmes dans la société, ce sont des êtres inférieurs qui se font casser la gueule, pour lesquels le combat féministe n'est jamais terminé parce qu'il y a toujours une conquête pour lutter contre le patriarcat blanc qui a érigé le symbole phallique en glaive de ce monde où finalement, quoi qu'il arrive, les hommes seront toujours dominants et dominateurs. Donc aujourd'hui, pourquoi on aura envie d'être une femme? Et donc Marie-Jo Bonnet dénonce ce courant transgenre en y voyant la mainmise définitive du patriarcat. C'est-à-dire que euh, la condition féminine est tellement peu souhaitable et enviable que les femmes en viennent à vouloir devenir des hommes. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres de transition, ce que m'avait dit Marion, c'est qu'on est quasiment sur du 80-20. Hein, donc 80 de femmes qui vont vers le genre homme, enfin, vers le sexe masculin, et 20% dans l'autre sens. Donc il y a une idée que je trouve effectivement tout à fait surprenante et originale par rapport à ce qu'on peut entendre, mais que je trouve qui doit vraiment être considérée parce que ça soulève un point très intéressant, quoi. Pourquoi aujourd'hui des jeunes filles de 15, 16, 17, 18 ans auraient envie de devenir un homme? Quels sont les ressorts qui font ça? Et je trouve ça très intéressant, quoi. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà, je rêve de recevoir, hein, cette Marie-Jo Bonnet pour parler de tout ça. Donc voilà un petit peu les amis. Euh, C'est sujet compliqué. Un sujet compliqué, mais bon, écoute, on verra, hein. On verra ce que ça va donner. Un petit peu, mais c'est vrai que c'est un vrai débat. euh, de plus en plus, regardez par exemple Mediapart, hein, qu'on avait parlé, hein, enfin, billet du blog Mediapart. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de transitions masculinisante chez les jeunes? Euh, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Faudrait voir les chiffres, hein, spécifiques, puisqu'on avait parlé de ça au détour d'une table, mais les données exactes, faudrait les voir. Peut-être que c'est plus nuancé que le 80-20 que je vous donne, hein, bien évidemment. Faudrait regarder tout ça. Mais on voit aujourd'hui une vraie facilité, hein, sur ces sujets-là, où le changement de sexe devient presque un, un choix comme on pratiquerait un acte médical assez lambda, quoi. Donc voilà, pour ouvrir sur le sujet, tu as vu, on passe de renard à ça. Non, mais ça bricole clairement. Merci à Aviator 2905 qui vient de sub, 12e mois, c'est magnifique, merci beaucoup. Donc voilà un petit peu les amis là-dessus. On va aussi continuer un petit peu sur l'actu euh, avec Joe Biden. Non, j'ai vu les pages, ça va. Oh, je dois faire les pages, je sais. Pour l'instant, laissez-moi me détendre un petit peu. On va faire Joe Biden, comme ça, voilà. Ça va vous calmer. Et après, on fera les pages du livre de Marlène Schiappa. Je dois en lire 2. Voilà. On avait dit hier, mais hier, j'avais du pain sur la planche. Donc là, je suis obligé de me coltiner cette merde. Mais bon, c'est vous qui avez choisi. C'est mon Bignac qui a pris 20 000 points. Je sais plus qui l'autre qui ont acheté. Bob is back, le retour, absolument. Oui, je sais, les gens sont énervés, hein. Mais c'est vrai que la lecture, ça détend. Donc on commence avec Joe Biden et puis après on bricole.
Oui, dans une heure très précisément, et le président américain, a priori, n'a pas l'intention de se livrer à une bataille rhétorique directe à quelques heures et à quelques centaines de kilomètres avec Vladimir Poutine. Voilà ce que disait tout à l'heure son principal conseiller pour la sécurité, Jake Sullivan, le journaliste qui l'interrogeait. C'est un discours essentiellement fondé C'est quoi cette musique de merde? Ah, c'est bien dans le reportage. Ouais. sur les valeurs que veut tenir le président américain, le droit international, le respect de l'intégrité territoriale, la démocratie, la liberté. Voilà les principes qui sont en jeu et que veut défendre Joe Biden tout à l'heure à l'issue d'un an d'un conflit qui s'entend donc et dont la portée va bien au-delà de la guerre en Ukraine, bien sûr. Voilà, donc Joe Biden en tournée en Pologne, hein, Joe Biden qui continue sa tournée surprise. Hein. Il a fait la surprise d'aller en Ukraine. Il a fait la surprise. Bon, c'est vrai que bon, c'est un peu comme quand tu te présentes à l'improviste chez ta tante Suzanne qui habite à Besançon. Bon, bah là, apparemment, c'est un territoire de guerre où du jour au lendemain peut tomber la bombe nucléaire. Et il fait une petite surprise. Ding dong! Oh, c'est pas vrai, Joe, super! Oh, bah, t'as ramené la dinde en plus. Ah non, pardon, c'est ta femme. Excusez-moi. Bonjour. Voilà, c'est la surprise du chef, la surprise du Joe. Bon, à mon avis, vu comme il est frais comme un gardon, ils ont dû lui dire tiens, ouais, on va dans l'Arkansas. Là. T'inquiète, allez, prends l'avion, ferme les yeux, tu vas voir. Et il s'est dit tiens, oh, it's Arkansas. Et bon, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais à mon avis, oui, je pense que c'était la surprise surtout pour Joe Biden, en fait. Les autres devaient être au courant. Enfin, déplacement du président des États-Unis, tu l'organises pas la veille. Donc, enfin, j'imagine. Je ne sais pas où ils en sont. Mais voilà, je pense on est plutôt tranquille là-dessus. Donc, les amis, je suis obligé. C'est le défi, c'est la démocratie qui a parlé, la loi des points de chaîne. Le cadeau ultime, enfin le cadeau, ça dépend pour qui, c'est 20 000 points de chaîne pour lire une page de ce chef-d'œuvre. Les filles bien n'avalent pas. Livre signé Marie Minelli, alias Marlène Schiappa, vous l'aurez reconnu. Et là, c'est 2 pages. Là, j'ai 2 pages. Donc, là, ça va chier des bulles carrées. Et je vais les faire à la suite. Moi, j'ai peur de rien. Moi, je vous dis, moi, je m'en fous. Moi, je bois du Schweppes tout seul. Donc, je veux dire, j'ai perdu le goût de la vie. Hein. Donc, je m'en fiche maintenant. Je m'en contrefiche. Donc, on part pour 2 pages. Ouais, si, non, ouais, je suis sympa. Parce qu'en fait, ça fait 2 pages. Mais tu vois, ça se lit vite. Donc, quand je peux faire plaisir aux gens, on va faire ça et on va faire la page derrière. Idée reçue numéro 5. Je vous lis pas encore le titre, ça va venir. Là, attention. Le petit dictionnaire, homme normal versus gros macho. Ma chérie, tu veux manger quoi ce soir? Gros macho. Bon, quand est-ce qu'on bouffe? J'ai faim, bordel. Ah, ce ne sont pas des clichés, c'est l'experte en relations femmes-hommes et en études de pénis en milieu familier, Marlène Schiappa qui a écrit ça. Donc c'est scientifique. Hein. Homme normal, ce conflit larvé entre nous me pèse. J'aimerais que nous discutions avec raison et bienveillance pour crever l'abcès et repartir sur ces bases harmonieuses. Gros macho, qu'est-ce que tu as à faire la gueule comme ça? T'as tes règles? Ah, super. Ça me choque pas plus que ça. Hein. Homme normal, tu veux regarder quoi ce soir, mon amour? Gros macho, grouille-toi de mettre les pizzas au four, le match va commencer. Peut-être pas les pizzas, mais... Ouais, j'aurais mis homme normal, homme normal. Homme normal, je trouve tes rondeurs exquises, ma chérie. Gros macho, t'as encore pris du cul, non? Non, c'est pas du tout cliché, moi j'aime bien. Homme normal, que je te prête ma voiture, mais avec plaisir, mon amour. Gros macho, que je te prête ma voiture? Trop drôle ta vanne, ma voiture, t'es con. Ouais. Hein, il y a vraiment écrit ça. Hein. Le jeu d'acteur est bluffant, mais c'est vrai que bon. Homme normal. Oui, c'est bon, avec un petit doigt dans le cul, continue. Yes. C'est écrit, hein, j'y suis pour rien. Gros macho. Enlève tout de suite ton doigt, tu m'as pris pour un PD ou quoi? C'est bluffant. C'est terrible. Je suis sidéré. Moi, je me régale de t'entendre dire ça. Homme normal. Tu es très jolie, ma chérie. Gros macho. Pourquoi tu t'habilles comme ça pour aller bosser? T'es secrétaire, pas star du X. Quoi? Assistante de direction? C'est bien ce que je dis, t'es secrétaire. C'est la dernière. Homme normal. Je t'aime. Gros macho. Silence assourdissant. Il a écrit ça.
Ça, c'est fin, bordel. Allez, c'est bientôt fini, il en reste une. Idée reçue numéro 5. Les filles aiment faire l'amour dans des draps en soie sous un baldaquin en dentelle. Dans 99% des magazines féminins et des livres de conseils, à l'exception de ceux édités par la Musardine, qui sont, cela va sans dire, parfaitement documentés, on en a la preuve, on recommande à un homme qui tente de conclure de décorer sa chambre comme un lupanar. Draps en soie rouge ou rose, bougies parfumées de chez Nature et Découverte, senteur sieste sous le figuier, ciel de lit en dentelle immaculée, etc. sont au menu de ces Valérie Damido du sexe. Les magazines de déco, Marie-Claire Déco, en tête, l'affirment avec conviction. Toutes les petites filles ont un jour rêvé de lit à baldaquin. Ah bon? La chambre romantique de type boudoir rappelle pourtant plus Barbara Cartland qu'un bon film de boules. Détail interpellant, le sperme sur de la soie s'attache. C'est amusant parce que certaines de mes clientes restent attachées à ces clichés, note Hélène, décoratrice d'intérieur à Londres. Là, il y a de la recherche pour écrire ça. L'une d'elles m'avait demandé une chambre girly avec du rose poudré et de la dentelle. En feuilletant mon book, elle a craqué sur une chambre noire et acier en soupirant « Dommage, c'est tellement beau ces tons masculins ». Elle n'osait pas commander cette chambre de peur de passer pour une lesbienne ou d'effrayer ses amants potentiels. Ah, elle est belle la littérature quand elle est pratiquée ainsi. Hein. Je pense qu'il faut... hein. Là, tu te mets à genoux devant ça. D'ailleurs, c'est le thème, visiblement. Donc... Non, c'est bien, on est bien. On est très très bien, là. On est très très bien. Voilà mon Bignat, merci, je suis très content que tu t'excuses. Hein. Désolé Rémi, je ne le ferai plus. Ah, je bosse. C'est vous qui voyez, c'est juste que à chaque fois, le stream passe de 12 000 à 8. Ça heurte. Mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Miss Dean, ceci. Hein. Moi, je recommencerai MDR. Oui, je le sais, mais c'est un petit démon. Mais on fait avec. Ça valait le coup pour le micro méga. Aussi beau que du Femme Actuelle pour Salmiaki. Hein, première fois sur le chat, bienvenue. Ah, t'arrives au bon moment. Là, il n'y a pas à chier. Non, mais écoutez, c'est le défi point de chaîne. Hein. Et puis, il faut se dire que quand on aura fini cette bouse, parce qu'au rythme où vont les choses, ça... Et on va en choisir un autre. Oui. Là, ça va être cocasse. Là, on va être bien. Là, on va être très très bien. Donc, non, c'est top. Hein. C'est top, mais on va faire un peu d'actualité. Entre deux pages de cul. Agnès Pannier-Runacher. Ah, ça tâche aussi. Ça tâche aussi, ça. Attention, Agnès était ce matin sur CNews. Et alors là, the show must go on. C'est vrai qu'en plus, alors, bon, c'est un jugement clairement à l'emporte-pièce, un jugement de gueule. Je peux me permettre, ça va. Hein, bon. Elle était face à Laurence Ferrari. Et c'est vrai que y a un côté... ouais, les demoiselles de Rochefort, tu vois. Mais qu'aurait arrêté le collège de Rochefort en 5e, tu vois. Les ingénus. Il y a un truc... Il y a un côté ingénu. Il y a un côté comme ça. Et on a eu des grandes séquences. Ah, pépite sur pépite, c'était vraiment... du plaisir. J'ai eu une forme d'érection neuronale. Je peux pas le cacher non plus. Hein. C'était vraiment ouais, les précieuses ridicules. Voilà, c'est ça que je cherchais. Molière, qu'on embrasse. On salue. Vous allez voir, première séquence sur la question de qui décide en Europe. Attention, là, elle déconne pas, Super Nanny. Là. Alors, nous agissons avec des boucliers, nous agissons en allant prélever sur les... Et vous allez sur le marché électrique européen. Quelle est la position de la France? Nous agissons sur les énergéticiens pour qu'ils contribuent à payer le bouclier énergétique. Nous taxons les surprofits, et si j'y vais, et nous agissons en portant cette réforme du marché de l'électricité et le texte de la Commission européenne, qui a été inspiré, entre autres, par les Français, arrive au mois de mars sur la table des ministres des conseils. L'Allemagne ne souhaite pas bouger de ce système d'électricité européen avant les européennes de 2024. Il faudra donc que les Français attendent
cette échéance avant de pouvoir éventuellement payer leur électricité. Je le rappelle, Laurence Ferrari, les Allemands ne voulaient pas de plafonnement du prix du gaz et nous avons un plafonnement du prix du gaz européen que les Français ont négocié au niveau de la Commission européenne. Ça aussi, c'est de la réalité. La réalité, c'est une France forte en Europe qui est capable de négocier des textes auxquels les Allemands n'adhèrent pas nécessairement. Et finalement, ils les acceptent parce que nous sommes 27 et que ce n'est pas que l'Allemagne qui décide en Europe et c'est très heureux. Donc, le plafonnement du prix du gaz, vous me disiez sur ce plateau, vous n'y arriverez pas. Nous y sommes arrivés en décembre dernier. Alors, néanmoins... Voilà, non mais oh, ça va, tu vas pas nous faire chier, Lolo Ferrari, là. L'autre, elle a deux drôles de lui péter la gueule. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Non, non, mais elle a raison. Hein. Il n'y a pas que l'Allemagne qui décide en Union européenne. Il y a aussi les États-Unis, l'Ukraine. Voilà, il n'y a pas que l'Allemagne. Arrêtez de dire... C'est fake news un peu, non? Au bout d'un moment, ça va, quoi. Non, mais c'est bon, tu vois. Merci à Tibli51 qui va de subprime. Merci. 6e mois, formidable. Non, mais bon. Moi, je trouve qu'elle a raison, Agnès Pannier-Runacher. Il n'y a pas que l'Allemagne qui décide. L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, le Qatar, d'ailleurs. Hein. Si vous avez des nouvelles du Qatargate, au fait, tiens, Monsieur Riche qui va un instant grognon, effectivement, on est dans le thème, c'est plutôt bien. Le Qatargate, je ne sais pas si vous avez des infos. Hein. On en parlait un petit peu dans la presse. Je vais vous retrouver, c'est l'opinion qu'on a parlé. Vous vous rappelez, hein, donc pour vous donner des éléments de contexte, plusieurs députés ont été chippés, notamment une avec des sacs de billets chez elle. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide dans un sac de sport. Elle a dit elle ne savait pas ce qu'il foutait là, le sac. Peut-être qu'il était au milieu de plein d'autres qui étaient remplis de billets. T'en as un, t'en as 1000. Et bon, toujours est-il que à ce moment-là, ils avaient dit attention. Là, on rigole plus. Là, on rigole plus, l'Union européenne va s'emparer du sujet. Là, ça va chier des bulles carrées. Alors, ils l'ont pas formulé comme ça, mais c'était plus ou moins le sujet. Et, et après coup, non. Non, ils ont dit... bon, il y a eu plein de commissions, d'enquêtes, de trucs. On a découvert également que le Maroc avait eu également des faits, avait tenté de pratiquer la corruption aussi. Mais non. En fait, non. Non. Voilà. Il y a eu ça, un challenge qu'on a parlé. Qatargate, la présidente du Parlement européen va présenter un plan de transparence. Voilà. Parce que là, le problème, en fait, c'est pour ça que vous prenez le mot transparence en disant il faut être honnête. Non, je comprends pas. L'idée de faire un plan de transparence, c'est pour que ça ne se voit plus du tout. C'est pour être totalement transparent. C'est-à-dire, tu ne vois pas, en fait. Tu ne vois pas l'effet de corruption. Parce que là, le problème, c'est que c'était opaque. Et les gens ont dit merde, ça se voit. En fait. Et la justice belge a dit on voit pas à travers, donc il y a un problème. Et c'est ça le plan de transparence. C'est qu'on va dire maintenant, à mon avis, ce qui va résulter de ce plan, ça va être l'interdiction des faits de corruption en argent liquide. Qu'est-ce que tu te fais chier avec un sac de sport rempli de billets? Aujourd'hui, tu as Twint, tu as les crypto-monnaies, tu as les virements sur des comptes sécurisés offshore. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec tes liasses de billets? Puis avec 600 000 balles, tu fais quoi aujourd'hui? T'as pas un paquet de pâtes, donc qu'est-ce que tu t'emmerdes? Et c'est pour ça, en fait. Tu vois, hein, je vous lis un petit peu l'article pour comprendre où ils en sont. On parle du plus grand scandale avéré de corruption au sein de l'Union européenne. Il y a eu Bubule, en chapeau. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, présentera jeudi un plan visant à renforcer en quelques semaines les règles applicables aux députés en matière de déclaration financière et de relations avec les lobbyistes, afin de rétablir la confiance après un scandale de corruption lié au Qatar. Ils veulent rétablir la confiance. C'est-à-dire que toi, tu te fais tromper par ton conjoint ou ta conjointe, qu'importe. La personne déboule, elle te dit, bon, effectivement, il y a eu un coup de canif dans le contrat. On va rétablir la confiance. C'est-à-dire que, désormais, je ne ferai plus ça comme ça, hein, mon amour. Je ne te tromperai plus comme ça le week-end. Voilà, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je vais faire ça tous les jours avec des gens dont tu auras coordonnées, nom de famille, carnet vaccinal.
Comme ça, tu es serein. Comme ça, tu te fais emmancher, naturellement. Mais dans le respect des règles de transparence émises de manière collective. Ah ah. Hula hup, barbatruc. Et voilà, et c'est ça. Ça aurait dû, normalement, entraîner l'implosion de l'Union européenne. Et à minima, une réélection des députés européens. T'as même Clément Beaune, on s'en rappelle, on en avait parlé dans la Passe Tranquille. Clément Beaune qui avait dit il y a un mois, juste après l'éclatement de l'affaire, il avait dit bon, alors, oui, il y a de la corruption. Mais tu sais, tu sens que ça les gratte quand même. Ça les gratte. Ils parlent de corruption, mais pour eux, c'est plus ou moins une forme de retrait bancaire. C'est un DAB, distributeur automatique de billets. Toi, tu vois ça comme de la corruption. Tu sais qu'un élu prenne du pognon pour défendre des lois. Mais eux, ils se sont tellement rangés les notions d'éthique et de morale dans le scrotum que prendre de l'argent, quelle que soit la puissance, et quelles que soient les lois à appuyer derrière, pour eux, c'est un distributeur automatique de billets. Tu donnes, je dis, je parle, je fais ce que tu veux. Terminé, en fait. Ça va pas plus loin que ça. Ça les a pas dérangés. Clément Beaune t'avait dit, oui, il y a de la corruption, mais bon, quand même, l'Union européenne, c'est l'écologie. Moi, j'étais goguenard devant ma télé, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il dit n'importe quoi. Mais il dit n'importe quoi. Voilà, effectivement, il y a Roma83R qui le dit, il a mis Pierre-Yves Rougeron, on parle extrêmement bien. Et voilà. Faudrait que je vous retrouve cette séquence, effectivement. C'était chez l'ami Eric Morillo, décidément, le monde est petit. Il y a voilà, il y a une séquence. Alors, ça, c'était il y a 6 ans, pour vous dire à quel point Pierre-Yves Rougeron en parle bien. Voilà, je vous mets une petite vidéo de 2 minutes pour avoir l'avis en plus de quelqu'un que je respecte, que j'admire, disons-le, et vous allez voir, c'est un peu plus clair. À Bruxelles, on va plutôt commencer par lister les noms corrompus, ça ira plus vite. Oui, ça ira plus vite. Je vais vous donner un exemple, tiens, on va rigoler un peu dans les pastels. Le commissaire Oettinger. Il faut savoir que les commissaires européens n'ont pas le droit de soutenir les partis politiques de leur pays d'origine. Il faudra m'expliquer pourquoi le commissaire Oettinger assiste à tous les congrès de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Ça devrait lui valoir radiation dans la commission Juncker. Moi je dis ça, je dis rien. C'est drôle que personne ne l'ait jamais balancée celle-là. On verra ce qu'elle me coûtera. Mais là, il y a un sujet. Pour tous nos amis qui combattent l'Union européenne, il y a un sujet pour mes camarades. Voilà. C'est un système de corruption qui, si vous voulez, il y a un principe en médecine qui veut que... Vous savez comment on traite la gangrène? Par l'amputation. Or, on n'ampute jamais à moitié. C'est par exemple ceux qui veulent... on sort de l'Union européenne, mais on garde l'euro, etc. Je fais oui, vas-y, elle est vachement bonne finalement. Donne-moi l'adresse de ton dealer. Mais le problème, c'est qu'on ne fait jamais d'ablation à moitié. On fait toujours un corps, une tumeur ne s'enlève jamais à moitié. Elle s'enlève totalement. L'organe qui la porte, comme un rein, s'il y a une partie du rein qui est sain, il n'y a pas de raison de le prendre entier. Mais la tumeur elle-même, l'ablation doit être totale. Et l'Union européenne doit être entièrement détruite. Qu'il n'en reste rien. Rien de rien. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Et c'est vrai que voilà, les faits de corruption sont connus, renseignés depuis longtemps à l'Union européenne. Et on est sur une forme de sport national. Je pense qu'à la récré, tu sais, ils doivent... Nous, on joue aux cartes Pokémon. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais... tiens, t'as Bulbizarre, Salamèche, Chiapamax, enfin tu vois les Pokémon tendance qui s'échangeaient à la récré. Et bon, bah à mon avis, à l'Union européenne, ils regardent leurs cartes à 10h avec des miettes de chocolatine sur le costume Couples, The Couples, et ils se disent tiens, tu m'échanges Maroc contre Qatar. Bah ouais, mais par contre, en classe, il faut dire que Qatar c'est super et je te la prête, mais tu me la rends. Bon, d'accord, tiens.
Tu veux Pologne? Oh non, j'ai déjà Pologne. T'as États-Unis. Oh, je l'ai pas. États-Unis, version Gold Pfizer. Ah ouais, mais tout le monde là en ce moment, elle est dans tous les paquets. Enfin, tu vois, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc, c'est cocasse. C'est cocasse, mais c'est comme ça. Merci à Titi 973W qui a sub 6e mois. Merci beaucoup. Voilà. Voilà un petit peu les amis, ce qu'on peut se dire. Voilà, c'est cocasse, c'est l'Union européenne, toujours hein, le bon mot pour nous faire marrer. On a quoi d'autre? On a quoi d'autre sinon? Alors, j'étais sur Agnès Pannier, enfin, j'étais sur façon de parler, attention, parce que là, en ce moment, c'est faire attention à ce que tu dis quand même. Hein. C'est fou. Hein. On continue avec Agnès Pannier-Runacher, bon, qui fait l'aumône. C'est le nouveau truc du gouvernement. C'est que tu sais, bon, un gouvernement digne de ce nom, quand les grandes entreprises abusent, quand des forces externes pèsent de tout leur poids contre les intérêts du dit pays, le gouvernement agit. Et dit à un moment donné, tiens, assis-toi là. Ils sont où les impôts là? Oui, mais non, mais tes boutiques elles ferment s'il n'y a pas les impôts. D'accord, il y a les impôts. En France, c'est une toute autre technique que je vous laisse, que je laisse le soin à Agnès Pannier-Runacher de nous expliquer. Vu les bénéfices qu'ils dégagent, vous leur dites, là, vous allez faire un effort pour aider les Françaises. Est-ce que vous leur dites? Est-ce que le gouvernement leur dit? Moi, je dis au patron de Total, qui fait assez peu de bénéfices en France, mais beaucoup dans le reste du monde, investissez en France, investissez dans la transition énergétique et rendez tout ce que vous pouvez aux Français. Je pense que ça bénéficiera à notre pays. En ce moment, Total Énergie construit un terminal méthanier flottant au large du Havre, on est bien d'accord? Tout à fait. Ça, c'est pour pouvoir traiter le gaz qui nous arrive des États-Unis. Exactement. Le gaz de schiste. Alors, c'est pas forcément du gaz de schiste déjà. Je rappelle que le gaz que nous apportons de manière générale utilise des techniques de fracturation. C'est vrai pour la plupart des gisements qui sont utilisés dans le monde. Par ailleurs, il s'agit de remplacer du gaz russe. Aujourd'hui, nous avons baissé notre consommation de gaz et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de 15% de gaz que nous n'avons pas utilisé l'année dernière, qu'ils viennent de Russie ou des États-Unis, cela ne change rien. L'important, c'est de baisser notre consommation et le plan sobriété que j'ai lancé avec la Première ministre a permis non seulement de passer l'hiver sans encombre, ce qui était important. Il n'y aura pas de risque de coupure d'électricité cet hiver? Je peux vous confirmer que si nous continuons à être vigilants sur notre consommation d'énergie, non, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Voilà. Bon, en fait, elle n'en sait rien. Hein. Aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher, avis aux connaisseurs, c'est le professeur Trelawney à Poudlard. Tu sais, c'est le professeur qui fait les cours d'astrologie, trucs comme ça, il regarde dans le mar de café et tout ça. Agnès Pannier-Runacher, c'est plus ou moins ça. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, hein, je vous laisse dire dans le chat, mais quand elle parle, tu sens qu'elle n'est pas à l'aise. J'ai l'impression que le moindre sujet qui arrive dans sa bouche, il y a un manque d'aisance criant. On dirait Pierre Ménez qui te parle d'abdominaux. Tu sais, qui te dit oui, fais tes abdos comme ci, comme ça. Je peux me moquer, tranquille. Hein. Moi aussi, j'ai de la réserve, on va dire. Mais il y a un truc, à tout moment, moi, je m'attends à ce qu'elles disent non, j'avoue, je déconne. J'en ai aucune idée. Aucune idée de ce dont je parle. Tu veux pas qu'on parle plutôt calendrier des dieux du stade parce que c'est assez terrible. C'est assez terrible, c'est que tu te demandes si à tout moment, ils ne vont pas imploser devant leur propre capacité à feindre la connaissance. Et c'est terrible, tu vois. Comme fissurés de l'intérieur devant leur propre connerie. Oh putain, je suis un poète. C'est beau. Hein. Allez, ceux qui débarquent maintenant se disent attention, là c'est l'Académie française. Donc non, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sidération devant leur propre connerie. Mais bon, ils gouvernent. Et puis Agnès Pannier-Runacher, faut pas oublier, les affaires se succèdent. Véritablement. En France, les affaires se succèdent comme les prises de Rocco Siffredi sur un tournage. Voilà. Avis aux connaisseurs, c'est le cinéma. Mais Agnès Pannier-Runacher, c'est quand même une dame qui est au centre d'une affaire il y a 2 ou 3 mois, l'affaire Perenco, vous vous en rappelez peut-être, où on avait appris que son père était
très haut placé chez Perenco, qui est le numéro 2 de l'industrie pétrolière dans le monde, juste derrière Total, donc qui est beaucoup moins connu, mais on est sur une très très grosse entreprise présente à l'international, accusée à de multiples reprises enfin, d'abus sur l'environnement, exil fiscal, enfin tout ce que tu veux. Et Agnès Pannier-Runacher a plusieurs de ses enfants qui figurent au conseil d'administration d'une société dont une très grande partie de l'argent détenu au capital provient de l'argent du papa, en l'occurrence le papy, des enfants qui sont au conseil d'administration. T'en as un qui a moins de 7 ans. Tu vois. Bon, à mon avis, tu l'invites à l'Assemblée nationale, il n'est pas plus insensé que sa daronne. Mais, on a quelqu'un dont le père et les enfants profitent directement de l'intérêt, enfin, des intérêts de l'industrie pétrolifère. Donc quand elle vient de parler de Total, c'est plus un conflit d'intérêts. C'est un millefeuille d'intérêts. Il y a un conflit, tu dis bon, bon, allez. Là, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Et cette dame, aujourd'hui, je vous disais, la ligne du gouvernement, c'est de faire l'aumône auprès des grandes entreprises qu'ils ne taxeront jamais, car ils sont au pouvoir grâce à certaines d'entre elles. Rappelez-vous quand même les grands débats sur les super dividendes. Médias et politiques se tenaient la main à cette époque-là, en faisant naître une polémique qui n'a jamais eu et n'aura jamais de sens. Qu'est-ce que c'est un super dividende? Ça n'a jamais existé. Et les mecs ont eu cette compétence, tu veux, de créer une maladie et de fabriquer leur propre virus. Je dis ça, je ne vise aucun autre contexte. Tout rapport avec une situation étant arrivé est purement fortuite. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Donc il faut quand même se dire ça. Les mecs ont créé leur propre polémique du oui, qu'est-ce donc qu'un conflit d'intérêts, qu'un super dividende, pardon. Qu'est-ce donc que cela? Que fût-ce? Encore eût-il fallu que je le suce. Et non. Et après, il te débunk ça en disant Bruno Le Maire, pareil. Hein, le Patrick Sébastien de l'enculerie économique, qui dit oui, non, ça n'existe pas, voyez-vous, moi j'ai pas peur d'aller contre la Vox Populi en disant que ça n'existe pas. Mais Bruno, tout le monde sait que ça n'existe pas. C'est comme tes prédictions à la con, tout le monde sait que ça n'arrivera jamais. Enfin, tu es le seul à douter de tes propres bêtises. Ils sont les derniers à dubiter devant leurs propres conneries. Et ça a fait un débat. Ça a fait un débat. Et forcément, les autres sont entrés dans l'arène en disant oui, nanana. C'est terrible. Alors, on parle temps verbaux. Là, on va se faire la petite transition parce qu'il y a Moustique 88 qui dit on est d'accord que c'est que je le sache. Oui, il me manque un temps. Il me semble qu'on dit encore eût-il fallu que je le suce. S-U-2-S-E. Et je crois que c'est du subjonctif de l'imparfait. Non, mais je fais le malin, mais il y a une maîtrise du français. On part sur ce genre d'ouvrage, on est sur des choses de qualité. Donc il me semble que c'est ça. Maîtrise verbale hors du commun. Voilà. Concordance des temps, nous dit l'ami Bigna Pololo. Donc voilà, pour quand même rappeler à ceux qui viennent ici en espérant se fendre la gueule que non. C'est quasiment pyramide. Voilà. Voilà, donc voilà. Je préfère quand même rappeler, quoi. Plus que parfait du subjonctif. Isa Tricotte qui nous dit ça, il me semble que c'est ça. Là, ça déconne plus. Là, ça déconne plus. Donc, voilà. Et puis, voilà. Donc, Agnès Pannier-Runacher, hein, la page, effectivement, Marie dans le chat qui nous le rappelle, on est passé un petit peu vite sur les 40 000 balles, les 40 000 euros d'actions détenues par la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai nommé Yael Braun-Pivet. C'est passé comme une lettre à la poste. Ou comme une vedette du showbiz sous l'emprise de la cocaïne. N'y voyez là aucun lien avec toute situation ayant pu se produire. Tout lien est purement fortuit, naturellement. Donc voilà, alors, tout le monde s'en cire, mais dans des dimensions aujourd'hui. On accumule des affaires qui faisaient la une des journaux en France il y a ne serait-ce que 10 ans. Aujourd'hui, mais on s'en tamponne le cul, mais vraiment, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Bon, toi, tu vas à la cantine.
Bon, bah c'est dégueulasse, tu vois. Les coquillettes, elles sont trop cuites. Les petits pois, ils sont pas cuits, ils sont dégueux, ils baignent dans un jus chelou. Bah bon, tu vas à la cantine, de toute façon, t'es en troisième, t'as bouffé ici depuis la sixième. Bah, la France est en train de devenir cela. Les affaires se succèdent, toi t'arrives, tu te dis, oh putain, chier, encore leur lasagne à la con. La vraie question, c'est est-ce du cheval ou du hérisson? Bah là, c'est un petit peu pareil. Les nouveaux scandales qui sortent, tu sais très bien que ça ne fera jamais la une. Enfin, rendez-vous quand même compte de la gravité des faits qui sortent aujourd'hui et qui passent à la trappe complètement. Parce que ça s'est nivelé par le bas. C'est logique, quoi. Euh, c'est comme ça. Tu sais, au début de l'hiver, tu dis, tiens, oh, il y a un petit redout, je vais mettre un tricot. Bon, bah, mi-décembre, tu fermes ta gueule, c'est l'hiver. Bah là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. Il y a 10 ans, des affaires comme ça, tu dis, oula, présidente de l'Assemblée nationale qui détient des actions chez Total, alors qu'elle légifère, enfin qu'elle arbitre des débats qui visent à légiférer sur ces entreprises, cette entreprise en l'occurrence, oula, il y a un redout. Aujourd'hui, tu dis oui, bon, bah voilà, on est en dictature, on est en dictature. Et je sais même pas si c'est le bon mot, parce que il est vrai que ces gens-là ont été élus, ça c'est vrai. Merci à mon Karim, que j'embrasse. Karim, c'est HU Haute-Pierre. On embrasse Toulouse, bien sûr. Et mon Karim qui vient d'offrir un abonnement à Maltoc69. Merci, mon Karim, bien sûr. Voilà, c'est complètement fou. Ça s'enchaîne à la vitesse d'un cheval au galop. Et peut-on parler de dictature? Je trouve que le mot est pas bon. Le mot est pas bon parce que c'est pas ça. Parce qu'ils ont été élus avec, mine de rien, un pilier démocratique qui tient. Alors, je sais que les plus grognons vont dire oui, l'élection, dominion, vote électronique. Je suis un humaniste, je me refuse de penser cela. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas besoin de machines électroniques, enfin, il n'y a pas besoin de tricher aux élections en France pour deux raisons. C'est que le chantage au fascisme suffit amplement. Hein, les castors s'en sortent très bien à faire barrage à tout ce qui bouge. Les partis d'opposition s'en sortent très bien à se rallier à la Macronie lorsque cela est nécessaire. Et je pense aussi que une France dirigée par Marine Le Pen, bon, je te dis pas que c'est différent. Je te dis, comment dire, oh lapsus. Je te dis pas que c'est exactement pareil. On soit bien d'accord. C'est comme quand tu compares les buffets illimités chinois. Bon, t'as payé 20 balles, au fond, tu sais que c'est de la merde. Et je parle en connaissance de cause, j'adore ça. C'est pour ça que je suis enveloppé. Au fond, tu sais que c'est de la merde. Et que, bon, tout est surgelé. Ce qui n'est pas surgelé, c'est de la viande de gibier qui a été chippée au fin fond de la province de Sichuan. Bon, tu sais que tu n'y vas pas pour les étoiles au Michelin. Mais tu compares les trucs et tu dis, tiens, tu te rappelles, celui à Beauvais, quand même, il était moins bon. Là, tu sens que c'est mieux cuisiné. Non, ta gueule, tu sens rien du tout. T'as payé 20 balles, tu sais que c'est de la daube, mais c'est pas grave, t'y vas pour te goinfrer, et puis c'est tout. Mais tu fais comme si que c'était différent, pour essayer de te biaiser toi-même. Et de te dire, tiens, là, j'ai fait le bon choix. Bon, ben, ça, je pense que Marine Le Pen, sincèrement, ça aurait été pareil. Ça change un peu le goût de la soupe. Mais la soumission à l'Union européenne aurait été la même. Par exemple, toute la politique sanitaire menée en France, je pense, je parie l'apéro qu'il n'y aurait pas eu de changement, il n'y aurait pas eu de grande différence. Franchement. Mais je dis pas ça pour la provoque, hein, franchement. Et Mélenchon, pareil, bien évidemment. Là, je parle du RN parce qu'ils étaient au second tour, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de truquer les élections. Aux États-Unis, c'est différent. Au Brésil, c'est différent. Si tant est qu'il y a eu trucage. Tu passes de Bolsonaro à Lula. Tu passes de Biden à Trump. Là, effectivement, c'est plus le même type de restauration. Mais voilà, absolument. Anamorphose qui le dit dans le chat, et Jérémy Dupe 40, absolument. Mélanie en est l'exemple en Italie. Ils ont fait l'effet de manche pour dire ça y est, rendez-vous compte. Mais en fait, ça en branle. En fait, c'est pareil. Merci à Toine76 qui a offert un abonnement à The Mongolian Shop Squad. Ça, c'est sympa comme tout. Merci beaucoup. Donc voilà, un petit peu la salade. Et ce qu'il en résulte, c'est ceci. Vous avez sûrement vu tourner cette photo. Emmanuel Macron était à Rungis ce matin. Sûrement tâter la fraîcheur des aubergines.
Et il a emmené avec lui une cohorte de membres du gouvernement, notamment Olivia Grégoire. Elle est au bout du slip. Là, tu sens que... Elle se dit, putain, au départ, je devais être influenceuse à vendre des redresseurs de Chico sur Alibaba. Là, c'est fini. Regardez la tronchetta de la dame. Elle est au bout. Il est 5h du matin. Elle se dit, c'est bon. La politique, trop peu pour moi. Elle est au fond du slibard. Mais vraiment, c'est terrible. Ils ont visité le marché de Rungis au contact de la France qui se lève tôt. Voilà. Bon, opération de com, c'est normal. Mais c'est vrai que, bon, Emmanuel Macron, on l'a pas entendu de tout le débat sur la réforme des retraites. De toute façon, sans cire, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? De toute façon, ça va être fait. Et il est tellement serein sur la future exécution de sa réforme que voilà ce qu'il peut te dire ce matin à Rungis, tu vois. Les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient du gras. Non, ils veulent mieux gagner leur vie. Baisser les pensions? J'ai pas compris que les retraités vivaient bien et avaient la possibilité qu'on leur baisse. Donc c'est la quantité de travail. Et en plus de ça, cette réforme, elle va dans le sens de ce qu'on évoquait. Elle permet de créer plus de richesses pour le pays, parce qu'on va avoir plus d'heures travaillées. Si on a plus d'heures travaillées dans le pays, c'est aussi pour ça que je veux qu'on continue ce qu'on fait sur l'apprentissage et sur le reste, vous créez plus de richesses, vous réindustrialisez davantage le pays, et cette réindustrialisation, c'est celle qui permet de financer l'éducation, la santé. Parce qu'on ne peut pas... Benjamin Duhamel. Alors, apparemment, on a Marc Fesneau qui est empaillé. Aussi ministre de l'Agriculture, me semble-t-il, Marc Fesneau. Regardez, il a chippé, enfin, il a compris que il n'était pas dans le champ de la caméra. Alors il se dit, quitte à se lever à 5h, il fait moins 8000 à Rungis, tant pis, je vais montrer ma gueule à la caméra. Et regardez, on dirait un hibou qui surgit de derrière Macron. C'est assez rigolo. Le type avec les lunettes, il est empaillé, il cligne pas des yeux. On continue ce qu'on fait sur l'apprentissage et sur le reste. Vous créez plus de richesses. C'est pas mal, t'as vu ce petit glissé de tête comme ça? C'est Emmanuel Macron à la finale de la Coupe du Monde devant les caméras. Il s'inspire des meilleurs. Tu vois, regarde. On continue ce qu'on fait sur l'apprentissage et sur le reste. C'est moi. Vous créez plus de richesses. Alors il est empaillé, le type, il bouge pas. Et Olivia Grégoire, pareil. Je sais pas ce qu'il regarde, mais au même moment, les deux, ils sur l'apprentissage et sur le reste. Vous créez plus de richesses, vous réindustrialisez. C'est Satanas et Diabolo. On dirait, non, merde, comment ça s'appelle? Décidément, en ce moment, on dirait le gros yinche, là, dans Harry Potter. Dans le 1, qui garde, je sais plus quoi. Le chien à 3 têtes, là. Avec Rusard et sa chatte, Mystaigne, qu'on embrasse. Il lui dit, oui, n'allez pas là, ils y vont quand même. Touffu, voilà, Touffu, c'est ça. Ça fait référence au Cerbère, bien évidemment. Là, on dirait Touffu. Tu sais, Emmanuel Macron avec Marc Fesneau et Olivia Grégoire dans le dos. Non, il y a un truc sympa. Il y a un truc pas mal. C'est de l'art contemporain, mais... Enfin, c'est dans le thème, parce que ce qu'il dit aussi, c'est de l'art contemporain. Enfin, disons qu'Emmanuel Macron peut arriver aujourd'hui devant les caméras, dire « Allez tous vous faire cuire le cul », que tu auras des journalistes pour dire « Oui, dans le fond... il a pas tort, tu vois. » Je pense que tu auras des lives... spécifique sur BFM TV avec Bruce Toussaint qui dira alors on reçoit aujourd'hui Jean-Marc Touffard, vous êtes lexicologue, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette expression de se faire cuire le cul dans ce contexte quand même explosif de réforme des retraites? Et là tu as un mec qui te dit oui, alors non mais faut pas le prendre comme ça, les gens alors c'est vrai qu'on a une référence que d'aucuns diraient lexicale, hein, qui est quand même mon cheval de bataille. C'est vrai que dans le cadre de cette réforme, tout se joue au niveau de l'arrière-train, hein, de l'anus, pour utiliser les termes techniques, où c'est vrai qu'on a à la fois des gens qui en ont plein le cul, et à la fois un président qui les invite promptement à aller se faire cuire le cul. Alors pourquoi le cul? Voilà. Excellente question. Et tu fais 2 heures d'émission. Parce qu'au fond, tout le monde sait que la réforme passera. On en a parlé hier, ça, je me suis énervé, ça. Je me suis détendu depuis. Tout le monde sait que la réforme passera et que les médias vont pas s'imposer. Enfin, ils vont pas, comment dire, ils vont pas s'opposer, ils vont pas.
T'imagines s'ils proposaient des arguments? Voilà, hein. Quand on te dit le système de la réforme des retraites perd de l'argent, on sait que c'est faux. On nous a bassinés pendant 3 semaines. 3 semaines qu'on t'explique qu'il y a des économistes qui déboulent en disant le corps, le conseil d'orientation des retraites, qui est venu, qui t'a dit non, c'est pas vrai. Et les autres, quand on dit oui, c'est là. Les faits disent peut-être que c'est pas vrai, mais nous, on dit que c'est vrai. Ah bon. Donc voilà. Je pense que maintenant, sans mobilisation massive dans la rue, ça ira pas plus loin. Et d'ailleurs, vous noterez, je sais pas si vous l'observez aussi, hein, mais je trouve que les médias ont parlé des mobilisations de manière assez sereine par rapport à d'habitude, où ils sous-entendent quand même que c'est plus ou moins l'armée du Rohan qui déboule à Paris à chaque fois. Là, les médias, sur tout ce qui est mobilisation, on les entend plus. Comme s'ils avaient vraiment évoqué le sujet en disant « Ouais, les Français manifestent, c'est pas bien ». Et aujourd'hui, le sujet est complètement passé sous silence, parce qu'il ne faudrait pas que les Français se mobilisent maintenant qu'ils ont compris que tout est perdu. C'est intéressant de voir que je trouve qu'il y a beaucoup moins de reportages sur ce qu'ont dit les syndicats, ce qu'ont dit telle ou telle partie sur les journées de mobilisation. Et ce sera un flop. Je vous parie l'apéro que la prochaine journée de mobilisation sera en tout cas annoncée comme un flop pour entraîner la démobilisation des Français. Et cette réforme passera comme une lettre à la poste. Et c'était signé depuis le départ. Puis je ne vous refais pas le speech d'hier sur les partis d'opposition qui sont des guignols, qui sont de véritables guignols. Donc, tout ça a été rondement mené. Et puis voilà. Et puis fin du débat. Et puis même si demain, il y a une grosse mobilisation massive, on pourra compter sur le fameux cabinet Occurrence qui dira n'importe quoi, sous couvert de ce collectif de médias qui a choisi ce cabinet pour décompter les gens dans les manifs. Tout est quand même bien calibré. Alors, Julien Pain exploserait au contact de ses propos en expliquant que tout cela n'est que du vil complotisme. Mais c'est quand même bien pensé, quoi. C'est quand même bien pensé. On a des médias absolument pas indépendants qui vont prendre des éléments de langage à l'Élysée. Il faudrait quand même rappeler ça aussi, quand même. Et ils sont venus après dire oui, même Rutel Krief, dans quelle époque, sur France 2, a dit qu'il y avait des collègues journalistes qui avaient cédé au populisme. Parce qu'ils avaient dénoncé ces journalistes soumis qui étaient allés à l'Élysée prendre les éléments de langage. Donc, premier niveau de la chaîne, tu as ça. Deuxième niveau, le parti politique, ben voilà. Troisième niveau, les oppositions, bubule. Et quatrième niveau, tu es au bout du bout, quand tu as des manifs, ben, tu peux même médiatiser le fait que les manifs ne prennent pas, le cabinet Occurrence présent sur place avec sa nouvelle méthode super technologique, 5 étoiles sur Amazon, a compté 12 personnes contre 1,8 million par les syndicats qui bien sûr étaient totalement avinés. Et notre reporter sur place nous dit ça sent la merguez. Voilà, ça sent la merguez. Donc c'est ça, de bout en bout, tu maîtrises la chaîne de l'information, tu maîtrises la chaîne du débat politique, et terminé. Et terminé. Donc c'est tout à fait cocasse. C'est tout à fait cocasse. Et tu as des bouffons de cour comme ce monsieur que vous connaissez sûrement, Stéphane Manigold. Alors lui, pareil. J'en ai pas assez parlé, mais je vais peut-être rattraper le dossier, parce que lui, il me plaît bien aussi. Il est trop passé à la trappe à mon goût. Et il faudrait quand même une petite vidéo pour l'ensemble de son œuvre. Comme on dit, voilà, un prix hors catégorie. Tu as ta vidéo d'or. Hein. C'est un monsieur donc, qui s'est rêvé en Robin des Bois pour finir en Jacouille la fripouille, plus ou moins. C'est-à-dire qu'au départ du Covid, avec le confinement, quand les restos ont fermé, c'est un des premiers à venir sur le plateau dire « Oui, nous, on va pas fermer les restos, on est des fous, on va tout péter. » Alors, la seule chose qui a craqué, c'est son amour-propre, hein, depuis. Ah, c'est devenu un... Tu peux difficilement plus servile. Sur l'échelle de Carl Olive, il est quand même à 8 sur 10, et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Thierry Solaire est à 7,5. Hein, donc, attention, c'est pas rien. Donc voilà, le slibard s'est envolé, le slibard sur la tête, et on arrive à ce genre de séquence. C'était toujours aujourd'hui du côté de Rungis.
Président, Monsieur le Président de la République, est-ce que dans la restauration française, on va aller chercher cette première place du classement mondial de la gastronomie avec la transparence pour nos clients? Pas le choix, de toute façon, on veut la première place et banco. Ouais, je sais que c'était... Merci à vous. La guignol parmi les guignols. Même Emmanuel Macron est saoulé d'avoir ce genre d'oiseau dans sa cour, je pense. Tu sais, tu te dis, Emmanuel Macron, il a l'attitude, tu sais, du grand-père. 92 ans, en repas, tu vois. Tu viens de manger le cassoulet. Il est à sa 12e Suze. Puis là, t'as le petit Dylan, 13 ans, qui arrive, qui dit, papy, on peut jouer au molki. Tu sais, le grand-père, il est dans sa chaise comme ça, un peu à bascule. Il sait qu'il lui reste pas longtemps avant le générique de fin. Et il peut pas non plus dire à Dylan, parce que c'est pas une insulte de son époque et que le Dylan, il va pas comprendre. Il peut pas lui dire nique ta mère, Dylan. Donc, oh, va voir ta mère, va voir ta mère. Tu sais, il dit ça comme s'il était déjà en fin de vie, alors que bon, il a encore du gaz, le papy. Mais même Macron, tu sens qu'il est saoulé. L'autre, il dit alors, monsieur le président. Ça, je me fais illustrer le bowling tous les jours, c'est pas toi qui va changer grand-chose, Stéphane. Donc, c'est d'un pénible, c'est d'un pénible. Je veux dire, enfin, t'imagines, t'es Emmanuel Macron, je veux dire, t'es un taulier, je veux dire. T'as peu de gens au-dessus de toi. Enfin, indépendamment de ce que tu fais sous la couette. Arrête, c'est pas le sujet, parce que là, tu sous-entends des trucs, ça ne me va pas. T'as peu de gens symboliquement au-dessus de toi. Et, tu sais, quand t'as des bouffons de cours comme ça, qui viennent, tu sais, Carl Olive, tu vois. Il veut être ministre des Sports. Arrête, tu t'appelles Olive, t'es pas sérieux. Dégage. Tu sais, t'as tout ça toute la journée, tu vois. Je pense que même pour Emmanuel Macron, pour qui vous l'aurez deviné, au cas où, pour ceux qui ne suivent pas, j'ai pas la plus profonde des affections, je le plains, tu vois. Tu sais, je le plains quand même. T'es quand même... voilà, t'as pas grand-chose qui te résiste. Tu t'es tapé ta prof de théâtre. T'as fait Sciences Po. T'as deux alliances, une à chaque main. Qu'est-ce que tu veux? Et là, t'as Stéphane Manigold, dont tu connais les lâchetés. Tu sais qu'il espère, on l'imagine, avoir un vieux poste à la con, secrétaire d'État au lave-vaisselle, enfin un truc bidon, tu vois, pour se gaver d'argent public et être peinard jusqu'à la retraite. Tu sais, t'en as marre, tu vois. Tu sais, Emmanuel Macron, tu allez, dégage. Allez, ramasse ta langue et rentre chez toi. Ça doit être pénible, tu vois. J'essaie d'être humaniste, c'est juste mieux, et je me dis, ça doit pas être évident, tu vois. Ça doit pas être évident non plus. Alors, breaking news, hein. Bon, là, ça va vraiment m'énerver, par contre. Breaking news, je vous le montre, hein. Voilà, on en a parlé hier, on va en parler tous les jours, à mon avis. Les médecins jugent l'état de santé de Pierre Palmade incompatible avec une garde à vue. Les enquêteurs souhaitent entendre le comédien dans le cadre de l'enquête ouverte pour détention d'images pédopornographiques. Voilà. Avant-hier, Paris Match le filmait. Tu le vois marcher. Tu sais pas où il en est, mais apparemment il marche. Donc déjà, Stephen Hawking aurait dit la chance, tu vois. Là, mais non. Incompatible. Incompatible. D'autant qu'on a un deuxième témoignage sur ces histoires de détention d'images pédopornographiques. Bon, ça me... Voilà. Ça me déprime. Franchement, ça commence sincèrement à me déprimer. Avec tout le monde qui déboule dans les médias, qui appelle à la prudence. Hein, attention quand même. Voilà, faudrait pas... aller trop vite en besogne. Regarde, Jacques Lang, prudence. Prudence, hein. Ça fait 30, 40 ans qu'on est prudent. Parce que Cohn-Bendit, pareil. Alors oui, il l'a dit à la télévision. Mais bon, tu sais pas, hein. Tu sais pas. Voilà, faut être prudent. Faut pas condamner les gens comme ça aussi vite, hein. Ouais, on a un nouveau témoignage du côté de Bordeaux d'un homme qui affirme détenir des vidéos compromettantes contre l'humoriste où on le voit consulter des contenus pédopornographiques.
Faut être prudent. Faut être prudent. C'est la justice. Voilà. Et là, on a Nathan Dever. Alors, je sais pas ce qu'il nous dit, celui-ci. C'était il y a vraiment pas longtemps. Il y a 20 minutes, on va voir ce qu'il nous dit. Tiens. L'affaire Palmade pose aussi la question de l'indépendance de la justice. Quand on dit que la justice doit être indépendante, ça signifie évidemment qu'un juge, quand il prend une décision, il ne faut pas qu'il puisse le faire en étant influencé par les gens qui sont au-dessus de lui. Si vous voulez, je sais pas, il faudrait pas que le président de la République ou le roi d'un pays dise à un juge on met un tel en prison ou pas. Mais l'indépendance se pose aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la verticalité par rapport à l'opinion publique. Et si vous voulez, dans ce néo-pouvoir qui est celui des réseaux sociaux, qui se présente comme pouvoir horizontal, mais qui est un pouvoir à part entière, quand vous avez toute une opinion qui en fait n'est pas dans une logique de droit, qui est dans une logique d'émotion, et l'émotion a naturellement sa légitimité, surtout face à des faits aussi tragiques, eh bien ça peut aussi nuire à ce climat d'indépendance. Et en effet, tout le monde est d'accord pour dire que la célébrité d'un individu ne doit absolument pas lui accorder le moindre traitement de faveur, mais il ne faut pas non plus, et sinon on sort de l'état de droit aussi, que ça soit l'inverse. Bien sûr. Un dernier mot avant la pause. Voilà, agrégé de philosophie. Alors c'est vrai que là, c'est 30 ans de philosophie pour la comprendre, celle-là. Non, mais enfin, je peux cher, Nathan Dever, je connais pas, il est sûrement un monsieur très brillant. Mais là, ça y est, là, je suis énervé. Ça va tirer. Là. Voilà, c'est toujours pareil. Cette capacité, cette aptitude extraordinaire à prendre des pincettes quand des membres de leur environnement direct se font pincer. Alors, présomption d'innocence, naturellement. Présomption d'innocence, le jugement aura lieu si son état de santé le permet, bien sûr. C'est passionnant. C'est passionnant de voir, notamment sur la question de la pédocriminalité, si on caricature ces experts de plateau, bien sûr qu'il y en a qui donnent d'autres avis, il y a des nuances. Mais si on prend l'avis de l'ami Nathan Dever, c'est passionnant. Quand on a eu le rapport Sauvé sur l'Église, par exemple, un truc avec un chiffre abracadabrantesque, qui sortait un petit peu de nulle part, sur des témoignages avérés, puis on a fait une multiplication, produit en croix, pour estimer à peu près combien de personnes avaient été abusées par des prêtres ou autres au sein de l'Église en France. Tu vois. Là, par contre, c'était l'Église catholique, symbole de la pédocriminalité française. Là, ils ont mangé chaud, tu vois. Et puis, un humoriste pas inspiré, un humoriste de gauche pas inspiré sur France Inter, bon, un humoriste, il fait une blague sur les prêtres pédophiles. C'est rigolo. Loin de moi l'idée de dire que ça n'est pas vrai. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même cesser de faire croire aux gens que seule l'Église catholique a érigé un système de couverture et de protection sur les questions pédocriminelles. Parce que là, c'est marrant de les voir tous se mobiliser et prendre des pincettes de « Oh là là, les dangers des réseaux sociaux. Oh là là là. Attention. Attention, les dangers des réseaux sociaux. » Alors, ils sont tellement bons qu'ils pourraient même nous expliquer la même chose sur Claude François. Pédocriminel notoire à l'époque, couvert par tout le milieu du showbiz de l'époque, parce que beaucoup d'autres en croquaient, et Twitter, bien sûr, à cause de Twitter, dans les années 80, naturellement, 80 et même avant, naturellement, c'est Twitter. C'est à cause de Twitter. L'affaire Epstein, attention à ne pas surréagir. Des dangers d'Instagram face à ce genre de scandale. Donc, au bout d'un moment, ça va. Au bout d'un moment, ça va. Les voir tous se mobiliser, c'est-à-dire que Pierre Palmade, cocaïnomane notoire, déjà condamné en situation de récidive, on a le ministre de l'Intérieur qui déboule et qui dit « On va faire des lois pour encadrer la consommation de drogue au volant, parce que c'est une cause nationale. » Mais en fait, ferme donc ton clapet. Tu te réveilles à l'affaire Palmade comme si l'errance d'un homme nécessitait le fait de légiférer pour l'ensemble d'un pays. Mais en l'occurrence, c'est Pierre Palmade qui a commis cet accident sous drogue. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais pourquoi universaliser le problème, universaliser la situation d'un homme? Et là, on a deux témoignages. Peut-être sont-ils mensongers, l'enquête est en cours. Et l'enquête sera menée et une condamnation aura lieu si elle doit avoir lieu. Mais là, pédocriminalité, non mais attention aux effets des réseaux sociaux. Oh là là là. Il ne faut pas juger sur l'emballement. Mais quel emballement? Lisons ce que dit le Code civil. Quel emballement, en fait? Si on regarde Code pénal en France,
le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Point, c'est la loi. Pourquoi parle-t-il d'avance d'emballement alors que l'enquête est en cours? Il est formidable de dénoncer l'émotion et l'emballement des réseaux sociaux quand vous parlez d'une affaire où le jugement n'a été rendu pour personne. Donc, si les réseaux sociaux s'emballent en disant il faut telle condamnation, telle condamnation, telle condamnation, le monsieur Nathan Devers qui arrive et qui s'érige en arbitre des élégances en disant le danger des réseaux sociaux, ce serait quand même de demander des peines extrêmes ou quoi. Mais le jugement ne sera pas rendu sur Twitter. Parce que maintenant, en fait, Twitter, avec tout l'emballement qu'on connaît, peut foutre la pression sur les juges. Non, mais soyons sérieux, maintenant, ça va être la faute des réseaux sociaux. Et qui se croisait? On croisait qui dans les soirées de Pierre Palmade? On croisait qui? Je vais essayer de vous retrouver un extrait que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur ce genre d'affaires. Vous allez voir, c'est Jean-Michel Maire, chroniqueur de Touche pas à mon poste. Alors qu'Hanouna disait qu'il n'y a personne prenait de la cocaïne dans son émission, le jour où Branco l'avait pincé pour ça. Mais bon, comme quoi, trouble de la mémoire, ça arrive à tout le monde. J'ai vu passer sur TikTok, attendez, il faut que je vous le retrouve. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Chroniqueur de Touche pas à mon poste qui dit ceci, et on rebondit là-dessus après. Les dernières années, je pense qu'il n'y a pas une fête, je suis allé, où il n'y a pas des gens qui consommaient de la drogue. Surtout de la cocaïne, pas tellement de l'air, mais surtout en grande partie de la cocaïne. Certaines personnes prennent du GHB comme ça, pas du tout dans le fonction d'abuser de gens, mais uniquement pour avoir des effets hypnotiques. C'est du MDMA. Mais cocaïne, on trouve partout. MDMA et poppers. Et si vous n'en avez pas, on vous en propose. Et pour s'en sortir, parce que moi j'ai arrêté pour ça, donc je n'ai pas de honte à en parler. C'est-à-dire, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Il m'avait arrêté chez moi parce qu'il y avait quelqu'un, il suivait un dealer qui se trouve, je faisais une fête chez moi, le dealer sortait de chez moi et j'ai eu pas le bol et du coup c'est sur moi que c'est tombé. Parce que du coup donc, moi j'avais... C'est quand même passionnant de les voir sortir du bois, alors que, rappelez-vous cette séquence, c'était Juan Branco chez Touche pas à mon poste, rappelez-vous, c'était ça. Alors, et je voulais vous demander, je voulais vous demander quand peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures. Oui, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Non mais s'il vous plaît. Non mais attendez, il y a un moment il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous comprenez pas quoi. De qui vous parlez? Vous allez encore du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision. Non mais tu parles de moi. Mais pourquoi vous sentez visé? Non mais pourquoi tu parles comme ça de rails de coke? Mais pourquoi vous sentez visé? Jamais personne n'a pris de la coke. Ah bon? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la Jamais personne n'a pris de la coke. Alors, à part dont acte, Jean-Michel Maire apparemment en a témoigné. Donc c'est formidable de les voir sortir du bois aujourd'hui et de dire que finalement, on le disait déjà hier, la coupable dans cette affaire, la coupable de tout, c'est la cocaïne, qui de toute évidence est rentrée dans le pif de ces gens par inadvertance. Mais j'aimerais quand même qu'on se pose la question de qui croise-t-on dans ces soirées? Parce que c'est une logique de milieu. Ça m'arrive parfois d'être bourdieuxien, ça change. Mais c'est une logique de milieu. Moi, quand je fais des soirées, j'ai pas Pierre Palmade. J'ai mon cercle d'amis proches, j'ai les amis de ma copine, j'ai des gens que je connais par cercle concentrique, on va dire. Tu dis à machin, ramène bidule, ah oui, je t'ai déjà croisé une fois là-bas. Il y a une forme de logique de milieu. Beyoncé ne s'est jamais ramenée chez moi. Peut-être la peur du coup de foudre. Mais au bout d'un moment, il va falloir quand même cesser d'arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Dans ces milieux-là, ces milieux parisiens, on rencontre des gens du tout Paris. La notion de showbiz, elle n'est pas née avant-hier pour tenter de dénoncer par souci complotiste l'affaire Pierre Palmade. On a qui dans ces soirées? On a des gens de la presse, on a des gens du cinéma, on a des gens du théâtre, peut-être a-t-on des gens du milieu judiciaire, dans les cours d'appel de ces coins, enfin dans les tribunaux, dans les cours de ces endroits-là, où ils habitent tous, et donc où ils risquent d'être jugés par conséquent. Enfin, soyons sérieux. Et de les voir tous sortir du bois aujourd'hui, parce que c'est incroyable, je radote, on dit ça quasiment à chaque Juste Bistrot depuis le déclenchement de l'affaire, mais on n'a pas un plateau TV, on n'a pas une émission où il y a un doux renversement du réel.
où presque les gens qui se sont fait rentrer dedans, en même temps, s'ils avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'affaire. Que faisait-il aussi tard sur la route? Enfin, faut arrêter au bout d'un moment, faut arrêter. Et donc là, ils sont tous sortis du bois. Bien sûr, il y a Charles Pathé dans le chat qui a tout à fait raison. L'affaire Jean-Luc Delarue, c'était pareil. Sauf que là, on n'avait pas parlé de pédocriminalité. Mais c'était pareil. Ils étaient tous là en disant « Ah, le petit prince de la TV, comment on aurait pu savoir ?» Le type s'en mangeait jusqu'à 3 à 5 grammes de cocaïne par jour. C'est énorme. C'est énormissime. Et ces gars-là, ils font pareil. On les a tous vus sortir. Là, depuis l'accident, ils étaient « Oui, mais vous comprenez, attention, il avait fait un livre pour faire son mea culpa quand même, quelle belle âme. » Et là, avec la pédocriminalité, là, on fait comment? Et c'est toujours la même stratégie médiatique. Il y a 2 stratégies possibles. Soit on persiste dans l'erreur, au bout du bout, donc avec une violence une violence de raisonnement qui peut aller jusqu'à nier le réel, jusqu'à nier les arguments inverses, qui voudraient que, par prudence, le jugement n'a pas eu lieu. Par prudence, j'essaie d'être plus prudent qu'un agrégé de philosophie. C'est pas mal. Par prudence, le jugement n'a pas eu lieu. Bien sûr que les réseaux sociaux s'emballent, tout comme ils s'emballeraient pour bien d'autres affaires. C'est la logique des réseaux sociaux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Maintenant, quand tu es chroniqueur sur CNews, tu fais ton beurre sur cet emballement, donc tu as quand même plutôt intérêt à ce qu'il y ait emballement pour que tu sois payé à la fin du mois, que ce soit dit. Et ensuite, bien sûr qu'il y aura condamnation ou pas sur cette histoire. Enfin, c'est 2 témoignages de pédocriminalité. Maintenant, la prudence commanderait de prendre des réserves et de dire, si tant est que c'est vrai, on va peut-être pas essayer de relativiser comme on l'a fait pour la cocaïne, parce que maintenant, la cocaïne, c'est plus ou moins en train de devenir le Ricard, qu'on soit bien d'accord. Ils sont à 2 doigts de t'expliquer que, oui, bon, ça va, à l'affaire Yad Nim, il y a aussi des gens bourrés. Bon, là, dans la télé, ils sont remplis de coke, au pire, ça va, tu vois. Mais attention, parce qu'à ce rythme-là, ils vont peut-être vous dire, ouais, bon, regardez des images pédopornographiques, bon, en vérité, si t'as pas le temps d'aller au cinéma, je fais des blagues, mais c'est pas du tout drôle. Il faut se rendre compte de ça. Il y a un relativisme moral, on en parlait hier, un relativisme moral qui est effrayant et qui mène à une perception médiatique où on a une famille qui est brisée, quoi. Et aujourd'hui, on parle que de Pierre Palmade. Voilà, ça va. C'est bon, au bout d'un moment qu'ils aillent tous se faire cuire le cul, ça rend fou. Et ils sont tous là. C'est une logique de milieu, mais je veux dire, c'est anthropologique. C'est anthropologique. Demain, un super copain cherche un boulot, bien sûr que je vais essayer de trouver dans mes réseaux à moi de machin de bidule. Et ça va créer des cercles encore plus concentrés qui vont s'enrichir de nouvelles personnes, qui vont s'enrichir de nouveaux parcours, de nouvelles choses. Mais il faut cesser de croire leurs bêtises, je veux dire. Et le mec, bientôt, c'est la faute des réseaux sociaux. Enfin, potentiellement, il regarde des contenus pédopornographiques et c'est à cause de Twitter qui s'emballe. Mais heureusement que Twitter s'emballe. Parce que ça les choque que Twitter s'emballe devant de tels faits et de révélations. Enfin, c'est pas sérieux. Voilà, bon, tu vois, ça m'énerve. Et puis pendant ce temps, tu as l'autre connard de Morandini qui va commenter les faits, tu vois. Oh, il a juste été condamné pour détournement de mineurs. Oh, ça va, hein. C'était pas non plus... bon, hein. Il a porté son masque quand il fallait, donc ça va. Donc non, ça m'énerve. Là, je suis grognon. Tu vois, après, je vais boire un verre avec Madame Milieu, ça a chier but de carré. Je vous le dis tout de suite. Là, je suis arrivé plein de gaz. Ça va regretter. Donc, bref. Voilà, ça m'énerve un petit peu, les amis. Ça m'énerve un petit peu. Je prends les messages du chat, c'est vrai que j'ai papoté tout seul, là. J'étais lancé. On a Moto GP49 qui dit après les insectes dans la bouffe, la cocaïne va remplacer la farine dans les boulangeries. Ça coûtera peut-être moins cher. Il n'y a plus de saison. Le souci, ce sont les fuites de l'enquête. John Digger, les enfants ne passent plus d'audition, ils passent une Morandini. Bon, il est drôle. Elle est épique, mais il est drôle. Madao Cut TV, il regarde pas, il dit qu'il peut en 5 secondes avoir des gamins de 7-9 ans pour avoir des rapports sexuels. Je traduis ton mot qui était un peu sec, même si effectivement c'est ce qu'il a dit d'après le premier témoin, semble-t-il. Gaëtan du 44, ça rejoint ce qu'on disait hier sur la décadence de la société. Absolument. C'est vrai qu'on est autour de ces mêmes thèmes. J'ai un instant grognon. On va finir la séquence comme ça.
John Digger va pas lui faire une catenins à Madame Michu. Non, mais... Non, alors non, déjà non, fermement non. Mais apparemment, tu vois, en termes de répression, ça coûte pas si cher. Hein. Enfin, le message que ça envoie, il est aussi très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, les amis. Et puis on va finir sur la réflexion. Je vous l'ai dit, on va finir un petit peu là-dessus. On va finir sur la réflexion avec une séquence que je voulais vous montrer. Ces 5 minutes, voilà, d'un homme que j'admire, Claude Onesta, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. Oui, j'ai vu l'ami Le Biscuit Corse qui dit oui, il a soutenu Macron. Voilà. C'est un peu rendre grognon, mais en même temps, on s'en fout parce qu'il est coach de handball au départ. Enfin, il fait ce qu'il veut. Tu vois. Ça s'appelle encore un peu la démocratie. Et on va faire 5 minutes, voilà, sur... Je voulais vous montrer cette séquence, puis on finira là-dessus, sur la gestion des hommes. Voilà, c'est important. Comment engager tout le monde dans un projet collectif. Le jour où je suis entraîneur de handball, je dirais même ça. Et c'est intéressant, là. Je ne sais pas si ça va faire écho dans ce que vous pouvez vivre au quotidien, que ce soit dans vos loisirs ou votre boulot ou quoi. Voilà, ça ferait de la réflexion. Et je vois dans le chat, on me parle de Vladimir Poutine. On en parlera demain du discours de Vladimir Poutine. Ah, c'est les aléas du direct. Je donne un programme, mais je ne suis pas obligé de le respecter. C'est ma liberté de zapper. Alors, je vous mets la vidéo et puis on papotera 2 minutes. On finira là-dessus. On est dans le culte du leader. Alors on pense que tous les gens qui sont des leaders sont des bons et tous les suiveurs sont des médiocres. Moi, j'ai très vite compris qu'un leader sans suiveur n'a aucun intérêt. Et souvent, un suiveur, si la personne à suivre, il n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc ça veut dire que c'est l'association des deux qui crée l'efficacité. Et à partir de là, vous comprenez que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc il n'y a pas un très important et un moins important. Chacun va devoir jouer son rôle à la perfection et chacun doit aller chercher sa part de performance en fonction de la mission que vous allez lui confier. On a tendance donc à sublimer le leader, à minimiser le rôle du suiveur, et une troisième population que souvent on n'identifie pas très bien, et encore moins dans le monde de l'entreprise, qu'on voit mieux dans le monde du sport. C'est une population, alors que moi j'appelle les gentils. Alors les gentils, souvent ça fait sourire parce que gentil, couillon, c'est un truc qui va bien ensemble. Hein ? Parce que être gentil dans un monde de compétiteurs, c'est un truc un peu incongru. Alors pourtant le gentil, c'est celui qui va faire que vos deux entités susceptibles de s'affronter ne vont pas le faire. Le gentil, c'est celui qui crée du lien. Alors parfois, ça peut être le capitaine d'une équipe, qui n'est pas forcément le meilleur joueur, mais qui est quelqu'un qui a le don, parce qu'il a de l'empathie, parce qu'il est capable de relativiser, parce qu'il n'aime pas les conflits. C'est quelqu'un qui va être capable de temps en temps de réunir les gens. C'est quelqu'un qui, par moment, quand il sent qu'il y a de l'électricité, va être capable, parfois même, de se flageller pour faire rire tous les autres. Sauf que quand les autres rient ensemble, d'un même motif, ils ne se font plus la guerre. Donc ça veut dire qu'il va leur faire comprendre qu'ils peuvent s'associer plutôt que de se faire la guerre. Et ce gentil, très souvent, c'est quelqu'un qui, effectivement, a le goût des autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend en compte les autres. Dans une entreprise, quand vous avez des gentils, plutôt que de vous en méfier, plutôt que d'essayer de les éliminer ou de leur botter le cul, mettez-les en évidence, mettez leur fonction et exacerbez le bienfait de leur fonction, et vous allez commencer à donner du sens à la notion de bienveillance. Vous allez commencer à donner du sens à la notion d'équipe. Vous allez commencer à donner du sens à la notion de projet collectif. Il y a un paradoxe qui est énorme dans le monde de l'entreprise, qu'on a un peu dépassé dans le monde du sport. Dans le monde de l'entreprise, il y a, je sais pas, 50 ans, 60 ans, 70 ans, je sais pas, il y a des gens qui ont pensé que la seule façon d'accéder à la performance, c'était dans la logique de concurrence. Alors là, l'imbécile qui a inventé ça, je ne sais pas s'il est encore vivant, j'espère pour lui que non,
Parce qu'effectivement, on a pensé qu'en mettant tous les gens en concurrence, on allait tous les rendre meilleurs. Eh bien alors, il suffit d'avoir regardé un peu l'activité humaine, essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, pour penser que c'est imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, ça se résume à quoi? Dans une entreprise, on arrive le matin, dans la même fonction, et on dit en fait au gars, ça revient à ça, hein, on dit, voyez, là il y a une ligne, c'est la ligne de départ, là-bas il y a une ligne d'arrivée, en fin de journée, les 2 premiers qui arriveront et qui dépasseront la ligne d'arrivée seront récompensés. Bon, cette histoire-là, quand vous la racontez, tout le monde dit, puisqu'on me demande de faire la course, je vais la faire. Sauf que de jour en jour, vous ne pouvez pas empêcher les gens de se rendre compte que c'est quand même toujours les 2 premiers sont toujours les mêmes, ou souvent les mêmes, à 2 ou 3. Et que les autres, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire, ils sont toujours 8e, 10e. Ils essaient juste de ne pas arriver dernier pour ne pas se faire trop remarquer. Donc, l'idée même de concurrence fait que très vite, si cette perception dure, elle est perçue comme un danger. Donc vous allez avoir dans un cas les 2 ou 3 premiers qui, comprenant que la récompense est au bout, tous les jours vont s'appliquer à bien fonctionner et à gagner. Et vous allez avoir tous les autres. Est-ce que vous pensez une seconde qu'ils sont bêtes au point de continuer à courir à fond alors qu'ils ont compris qu'ils n'accéderaient jamais à la récompense? Je peux vous assurer qu'à partir du moment où ils ont compris, ils ne courent plus à fond. Et leur seule logique n'est plus une logique pour agir, mais une logique pour ne pas se faire attraper. Ça veut dire qu'ils passent leur journée à essayer de se faufiler pour ne pas se faire choper. Voilà, c'est la petite séquence que je voulais vous montrer pour finir ce Juste Bistro, une petite réflexion qui peut-être fera écho dans votre boulot, dans vos loisirs, que ce soit le sport ou autre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette notion-là, même qu'on peut s'appliquer à nous, la grande famille juste milieu, cette logique, voilà, d'essayer de combattre ensemble dans le même but, bien que le voisin soit pas forcément d'accord avec nous, bien qu'on ne partage pas tout en termes d'opinion politique, pour essayer de le recouper avec ce qu'on fait, mais que finalement le but reste le même et on gagnera toujours plus en misant ensemble qu'en misant tout seul pour atteindre le même but. Putain, c'est bon. Donc le monsieur s'appelle Claude Onesta, ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. Je vous partage le lien d'une conférence qui dure 42 minutes, si vous voulez, où il développe tout ça de manière plus précise. Le lien est dans le chat, si vous voulez jeter un œil. Et je trouve ça assez passionnant. Voilà, et je voulais vous le partager. C'est aussi le petit moment, les moments neurones, on va appeler ça là dans le Juste Bistro, où on se détend, on fait retomber la pression. Après, voilà, tous les sujets qui nous rendent zinzin, mais on garde la banane et on n'oublie pas de vue tout ça. Se creuser la caboche, le désaccord, l'énervement, oui, la cohésion, toujours. Oh, normalement, je devais couper là-dessus, peu d'artifice. Donc, les amis, on va aller s'en jeter une dans le gosier. On va faire comme ça. Merci pour ce soir d'avoir été là, pardon. Toujours plus nombreux. On allait caresser les 500 quasiment. C'est complètement fou. Que du plaisir. Merci à vous. On se retrouve. Alors, on se retrouve pas demain. Vous le savez. Ceux qui ont suivi. Demain, je serai en direct sur une autre chaîne à 18h, quasiment dans le même créneau. Donc, je serai quand même présent, mais sur une autre chaîne, on va parler avec des thèmes spécifiques. Je suis l'invité. Je vais mettre ma plus belle chemise. Vous verrez ça. On fera sur les réseaux sociaux, on partagera tout ça. Le monsieur a un accent du Sud. Je ne peux pas en dire plus. Voilà. Le monsieur qui va m'interroger a un accent du Sud. Je ne peux pas en dire plus. Je vous laisse la surprise pour demain. Ce sera en direct. Et la farce tranquille, bien sûr, qui sort aussi à 18h. Alors, comme dirait Benjamin Griveaux, ça va se chevaucher. Mais vous pourrez regarder après le direct, c'est pas grave. Et puis après, on se retrouvera jeudi pour le dernier Juste Bistro de la semaine, car ce week-end, c'est Paris, c'est Salon de l'Agriculture, c'est France-Écosse. Donc là, on va se régaler. Donc voilà, les amis, je filoche à toute vitesse. Je vous embrasse, je vous remercie. À demain, en pleine forme. Vive la rigolade, vive la France. Voilà les copains. À demain.